regard du journaliste, hein, du journaliste profane. Vous savez, les maçons, le triangle est un symbole maçonnique par excellence. Pour moi, c'est le lieu, ce triangle, les trois côtés représentent les trois côtés du fantasme maçonnique. Le premier fantasme, premier côté, c'est le fantasme de pouvoir. La maçonnerie, quand vous lisez, quand vous informez, on imagine que les maçons ont un pouvoir sur la conduite des affaires du monde. Ça passe par les États-Unis. George Washington, le premier président des États-Unis, a été franc-maçon. Ça passe par des lois qui auraient été votées par les francs-maçons. Ça passe par des affaires dont on vous dit que oula, les francs-maçons sont des gens puissants, tiennent des postes importants. Bref, premier fantasme de pouvoir. Deuxième fantasme, le fantasme de la solidarité. Dès que vous rentrez en maçonnerie, le quotidien, ça s'améliore. Tout d'un coup, vous allez avoir des passe-droits. Entendons bien, on est dans le fantasme. Hein. Vous allez avoir des passe-droits. Vous allez avoir, vous cherchez un emploi, on va vous aider. Vous voulez grimper de poste, la maçonnerie est là pour vous aider. Ça, c'est le deuxième fantasme. Troisième fantasme, et qui pour nous est le plus important, le fantasme ésotérique. En gros, les maçons, la maçonnerie, possèdent un secret. Un secret qui se transmet de génération en génération, donc permanence dans le temps, et permanence à la fois dans un décor physique avec ses temples, mais permanence avec les maçons eux-mêmes, puisque le maçon que l'on rencontre aujourd'hui n'est que le continuateur de ceux qui l'ont précédé au XXe, XIXe, XVIIIe siècle, voire XVIIe siècle, et peut-être plus loin si on remonte à Hiram, par exemple. C'est pour ça que j'ai abordé cette question de cette manière-là, parce qu'on pourrait penser tout simplement à cette histoire dans la mythologie, justement, où vous avez aussi des temples, en Grèce ou ailleurs, vous avez aussi une symbolique quand vous allez à Delphes, vous avez aussi des références particulières à ce qu'on appellera des hiérophanies, c'est-à-dire la possibilité de s'élever à quelque chose de transcendant, ou de transcender. Et à ce moment-là, effectivement, la réflexion qui se porte sur le monde est forcément celle qui ouvre à l'interprétation. Ricoeur parlait d'herméneutique, c'est-à-dire un symbole, c'est pas simplement un morceau d'une pièce que je possède, c'est l'autre morceau que vous possédez aussi, et il y a un complément quand on les réunit. Mais les réunir, ça suffit pas, parce que l'interprétation est toujours renouvelée, et elle est toujours repensée au-delà. Donc il y a peut-être à penser que sans passer par le fantasme, comme vous dites, du maçon, vous pouviez aussi passer par le fantasme d'une mythologie que vous auriez pu revisiter. Et cette mythologie-là ne s'incarne plus dans un courant humain. Et c'est pour ça que ça m'intéresse la maçonnerie. Et je pense aussi pourquoi la franc-maçonnerie fascine. C'est que le jeu de mots est intéressant. Le lapsus est intéressant. Ça façonne, on taille sa pierre, on façonne. Oui, vous voyez, quand vous assistez, moi j'ai fait ce qu'on appelle des tenues blanches fermées, où un profane vient parler dans une loge et est invité par des sœurs ou des frères. Et quand je rentre, il y a une solennité. Et quand je vois ces frères et ces sœurs qui sont alignés dans la colonne, qui sont habillés comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser, peut-être il y a 1500 ans, 2000 ans, à l'époque, des sociétés initiatiques, eux aussi qui avaient leur rite, eux aussi qui avaient un enseignement. Et quelque part, quand je vois ça, je me dis qu'il y a une transcendance dans le temps. Et ça, c'est fascinant. Oui, parce qu'on peut faire allusion à Zarathustra, enfin, le mythe de Zoroastre, et on sait qu'il y avait déjà derrière Zarathustra et toute sa façon d'appréhender le monde, on va dire toute une pensée non seulement revisitée, mais un ensemble de disciples qui étaient avec lui. D'ailleurs, quand Zarathustra est repensé par Nietzsche, on sait qu'il y a une symbolique avec les nombres notamment, le nombre 5, qui est l'étoile et qu'on referme sur lui-même, ça donne Dieu. Pour un franc-maçon, ça sera peut-être le grand architecte. Et ensuite, on sait très bien qu'il y a toujours le rapport au nombre 3, c'est-à-dire la possibilité d'un triptyque dans la pensée. Donc c'est assez héroïque, et en même temps, c'est pas maçonnique. Et pourtant, on rejoint ce genre de dimension. Mais peut-être alors, quand on lit certains ouvrages sur ce qu'on appelle les grands initiés, ou les grands courants d'enseignement, ou les grandes doctrines d'enseignement, on s'aperçoit que, c'est vrai, il n'y a pas que la maçonnerie, il y a une permanence, il y a quelque chose. En fait, ce qui est fascinant dans l'ésotérisme, c'est que l'ésotérisme s'oppose à exotérique. Hein. Exotérique, c'est ce qui est ouvert au grand public, ce sont les religions révélées. Et ésotérique, c'est ce qui est caché. Et ça remonte à Éleusis, ça remonte Platon, Aristote. On a quelques passages sur ces mystères. Et tout ça fait que, en fait, ça ouvre. Pour moi, c'est une ouverture sur un autre monde, un monde différent. Alors, on peut y trouver ce qu'on veut. On peut y trouver un développement personnel, on peut trouver de la philosophie, on peut trouver quelque chose de plus occulte, pourquoi pas, peu importe. Mais en revanche, ça ouvre sur une autre réalité. Et c'est cette autre réalité que je trouve fascinante et qu'on retrouve dans ces mythes. En fait, vous avez l'impression de changer de plan. Absolument, on passe d'un plan profane à un plan peut-être plus sacré. Alors c'est intéressant, puisque vous avez fait allusion à Platon, vous servez la soupe, là c'est formidable.
C'est vrai que quand on pense à Platon, il y a surtout deux mythes fondateurs chez lui qui sont essentiels. Vous avez un mythe qu'on retrouve dans le Phèdre, c'est le mythe de l'âme ailée. Je dis bien pas la mêlée, parce qu'on a commencé par le rugby. C'est une âme ailée qui permet donc à cette âme de s'élever à la mort. Vous voyez, on peut être philosophe et aussi un peu taquin. Enfin bref, on est élevé dans le ciel, on va dire, des valeurs, et à partir de ce moment-là, l'âme visite en étant à la tête d'un attelage avec deux chevaux, un cheval noir et un cheval blanc, donc on retrouve presque l'idéal du pavé mosaïque. On a la possibilité comme ça de voyager dans le monde des divinités, et si on a eu une vie dissolue, de débauche absolue, etc., on se retrouve dans la situation où on n'a pas le temps de contempler les valeurs, parce que le cheval noir est opulent, il n'en fait qu'à sa tête, le temps de se battre avec son attelage, on ne voit pas les choses. Et si à l'inverse on a eu une vie de sagesse, de philosophie, tout à fait ma vie, vous l'avez bien compris, et bien lorsque nous mourrons, le cheval blanc est opulent, et on peut entreprendre comme ça le voyage parmi les dieux sur une voûte étoilée, et là c'est assez intéressant puisqu'on voit le beau, le vrai, le juste, la tempérance, le souverain bien, donc ce sont aussi en maçonnerie des valeurs et des critères de l'évolution, ou en tout cas d'une forme d'humanisme à travailler. Et quand on s'approche de l'astre, c'est-à-dire du soleil, on peut enfin retomber pour une sorte de réincarnation, pour recommencer en nouvelle initiée, une nouvelle existence. Donc c'est vrai que un mythe fondateur chez Platon par exemple, qui est antérieur à la maçonnerie, c'est quand même intéressant, est aussi un mythe qui nourrit et alimente le fantasme, puisque tout à l'heure vous parliez de fantasme, des francs-maçons. Est-ce qu'il y a eu des philosophes dont on sait qu'ils ont été maçons? Oui, mais plus tard. Plutôt 17e et 18e siècle.